appelé double leg kick. Cet exercice de la méthode Stott Pilates nous entraîne au cœur de la chaîne postérieure tout en mobilisant nos capacités d'organisation neurologique, d'alignement biomécanique et de coordination respiratoire. Allongé sur le ventre, le corps se place dans une posture d'ouverture, mais aussi de vigilance. La tête tournée sur le côté, le bassin en position neutre, les jambes parallèles ou légèrement ouvertes à la largeur du bassin, les genoux en extension et les chevilles en flexion plantaire. Les mains reposent à l'arrière du dos, aussi haut que cela est confortable. Déjà, dans cette immobilité apparente, le travail commence. Il ne s'agit pas de simplement se poser sur le tapis, mais d'entrer en relation avec la gravité, avec ses points d'appui et avec la respiration. L'exercice commence par une inspiration. Elle nous prépare. Puis, l'expiration nous engage. Elle active les muscles profonds du tronc, le plancher pelvien, les transverses, les obliques internes. Avec contrôle, les deux genoux se fléchissent 3 fois de suite dans un rythme pulsé, souple mais précis. Ces petites pulsations, si elles semblent anodines, demandent une immense stabilité du bassin. Car si les fléchisseurs s'activent, les abdominaux profonds doivent rester engagés pour éviter toute bascule antérieure. À l'inspiration suivante, les jambes s'étendent à nouveau, cette fois vers l'arrière. Simultanément, les hanches entrent en extension, les jambes s'ouvrent en abduction et une rotation externe douce permet de relâcher la tension dans les genoux. Le haut du corps se soulève, pas par la force des bras, mais par l'allongement des érecteurs spinaux, par l'engagement du grand dorsal, du grand rond et par le retrait contrôlé des omoplates. C'est une extension fluide, douce, qui respecte l'alignement vertébral. Loin d'une hyperextension lombaire, c'est une montée intelligente, répartie, équilibrée. Le grand dorsal est ici un acteur majeur. Ce muscle large, en éventail, s'étend du bas du dos jusqu'au sommet de l'humérus. Il prend naissance sur les processus épineux des vertèbres thoraciques inférieures, sur le fascia thoracolombaire, la crête iliaque et parfois même les dernières côtes, pour s'insérer sur le fond du sillon intertuberculaire de l'humérus. Sa contraction permet l'extension, l'adduction et la rotation interne de l'épaule. Dans le double coup de pied, il agit de manière synergique avec les érecteurs du rachis pour stabiliser et ouvrir le haut du corps, tout en accompagnant l'allongement des bras vers les pieds. Il soutient l'élévation thoracique, participe au contrôle scapulaire et favorise l'équilibre de l'extension. En amont de la colonne, le splénus joue un rôle déterminant dans la stabilisation et la mise en extension de la région cervicale. Ce muscle profond, qui comprend 2 portions principales, le splénus de la tête et le splénus du cou, naît des processus épineux des vertèbres thoraciques supérieures et cervicales basses et s'insère sur l'os occipital et le processus mastoïde. Lorsqu'il se contracte bilatéralement, il étend la tête et la colonne cervicale. Unilatéralement, il permet une inclinaison et une rotation du cou. Dans notre exercice, il intervient pour maintenir la tête dans le prolongement de la colonne pendant l'extension, évitant toute tension excessive dans la nuque. Son action subtile soutient l'allongement de la ligne cervicale sans compression. Ce qui rend cet exercice si précieux, ce n'est pas uniquement la qualité musculaire qu'il sollicite, mais la finesse de la communication entre le cerveau et le corps. Chaque phase est une conversation. Chaque mouvement est le fruit d'un dialogue entre des récepteurs sensoriels, une analyse centrale et une réponse motrice. Dans les muscles, des fuseaux neuromusculaires détectent l'allongement, des organes tendineux de Golgi perçoivent les tensions, des récepteurs articulaires informent sur l'orientation des segments corporels. Ces informations remontent à travers les nerfs afférents, rejoignent la moelle épinière, puis le tronc cérébral, le cervelet et enfin les zones sensorielles du cortex cérébral. Là, elles sont intégrées, croisées, hiérarchisées. Puis le cortex moteur prend le relais. Il planifie la réponse, l'ajuste en fonction de notre intention
puis déclenche une commande motrice. Cette commande descend via la voie corticospinale, traverse le tronc cérébral, la moelle, et rejoint les motoneurones spinaux qui innerveront les muscles responsables de l'action. Ce qui est fascinant, c'est que tout cela se fait à une vitesse fulgurante. En une fraction de seconde, une décision est prise, une contraction s'enclenche, un mouvement se déploie. Pour comprendre cette orchestration, il est fondamental de connaître la structure du tissu nerveux et les différences entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le tissu nerveux est constitué de 2 grandes familles cellulaires. D'abord les neurones, véritables messagers, capables de générer et de transmettre des signaux électriques. Ensuite, les cellules gliales, tout aussi indispensables, qui assurent l'environnement optimal pour le bon fonctionnement des neurones. Dans le système nerveux central, qui regroupe le cerveau et la moelle épinière, les principales cellules gliales sont les astrocytes, les oligodendrocytes, la microglie et les épendymocytes. Les astrocytes jouent un rôle de soutien métabolique. Ils nourrissent les neurones et participent à la régulation de l'environnement chimique. Les oligodendrocytes sont responsables de la formation de la myéline, cette gaine isolante qui permet une conduction rapide de l'influx nerveux. Un seul oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones à la fois. La microglie joue un rôle immunitaire, agissant comme des cellules de défense. Enfin, les épendymocytes tapissent les cavités du système nerveux central et contribuent à la circulation du liquide céphalo-rachidien. Dans le système nerveux périphérique, en revanche, la myélinisation est assurée par les cellules de Schwann. Chaque cellule de Schwann n'entoure qu'un seul axone, mais elle le fait intégralement. C'est dans ce système périphérique que se trouvent les nerfs spinaux, qui connectent la moelle aux muscles, aux organes et à la peau. Ces nerfs transportent à la fois des informations sensorielles vers le système central et des commandes motrices vers la périphérie. Le système nerveux périphérique agit comme une autoroute de l'information, reliant les capteurs mécaniques du corps au centre décisionnel du cerveau, puis renvoyant les instructions aux muscles. Grâce à cette architecture, le mouvement devient possible. Grâce à la myéline, il devient rapide. Grâce aux cellules gliales,